Mon métier, c'est de comprendre comment fonctionnent les pensées à l'intérieur de l'être humain. Pendant 3 ans, je vais traquer la pensée symbolique, celle qui fonctionne quand on se dit « c'est comme ». Par exemple, on a dû vous dire un jour qu'un atome, c'est comme un système solaire en miniature. Eh bien, ce n'est pas vrai, car les particules, protons, électrons, ne sont pas les sphères que vous voyez dessinées à l'écran. Elles n'ont ni couleur, ni limite définie. Elles se comportent autant comme des ondes que comme des particules. Elles ne ressemblent à rien de ce qu'on peut s'imaginer à l'échelle à laquelle nous avons l'habitude de voir les choses. Mais ça aide à se les représenter. Et quand notre esprit a besoin d'aide, il recourt systématiquement à cette béquille, l'analogie avec ce qu'il connaît. C'est exactement ce phénomène qui m'intéresse. Mais il y a beaucoup d'êtres humains, et beaucoup de pensées. Comment cibler les éléments qui me donneront des indices? C'est ce qui m'a mené à l'époque romane, au XIe et XIIe siècle, à regarder des sculptures étranges qu'on ne comprend plus très bien, et des textes bizarres qui nous sont devenus étrangers. À cette époque, les seigneurs ont déjà construit les mottes féodales, ces drôles de châteaux en bois sur des promontoires. Mais pas encore les grandes forteresses crénelées, ni les cathédrales gothiques. La grande majorité de la population vit dans des villages, où l'on construit plein de nouvelles églises, grâce aux techniques nouvellement acquises. En ce temps-là, le monde était bourré de symboles. On croyait en son harmonie. Tout était symétrique, bien ordonné. Ainsi, on appelait le corps humain un microcosme, image en plus petit du vaste monde, macrocosme. On observait le corps de l'homme et on en déduisait les propriétés du monde. Ainsi, aux 4 membres du corps humain, 2 bras, 2 jambes, correspondaient 4 vents principaux, venus des 4 points cardinaux. La tête est ronde, comme le firmament. Et les églises que l'on construit, reprenant des proportions humaines, sont du même coup une image du monde entier. On avait confiance dans la puissance divine pour avoir fait les choses ainsi. Si l'on ne connaissait pas quelque chose, nul besoin d'expérimenter ou d'aller voir pour se renseigner. Elle devait bien trouver sa place dans l'ordre général, ressembler aux choses proches, s'inscrire dans les croyances déjà établies et les textes déjà écrits. D'où par exemple une pratique de justice qui aujourd'hui nous paraît extrêmement choquante. Au XIe siècle, la justice, notamment religieuse, pouvait recourir à ce que l'on appelle l'ordalie. Il ne s'agissait pas, à la manière moderne, de lancer une enquête sur la culpabilité ou non de l'accusé. Il s'agissait de l'exposer aux éléments naturels, ou à son opposant en justice, pour établir si oui ou non, la nature le châtiait. Donc si oui ou non, il était coupable. Le gagnant du duel, désigné par la divinité, c'était forcément l'innocent. Pratique, non? Dans un monde où l'on croit dur comme fer en l'harmonie de l'univers, et en sa justice inhérente, dans un monde où l'on croit que chaque détail manifeste la volonté de Dieu, et que Dieu est parfait, croyez-le ou non, cela fait sens. Pour m'y retrouver dans tout ça, je lis beaucoup de livres, des choses écrites à l'époque, des choses écrites de nos jours sur cette époque lointaine. Car je ne suis pas seule. Plein de gens travaillent depuis longtemps sur ce genre de questions. Par exemple, saviez-vous que depuis des siècles, certains chercheurs travaillaient à comprendre le sens des couleurs dans les images médiévales? À interpréter le sens de phénomènes sociaux qui nous semblent incompréhensibles? Ou à déchiffrer des symboles abscons? Eh bien, c'est tout cela qui me permet, à moi, de reconstituer la pensée qui était à l'œuvre derrière toutes ces choses. Je regarde aussi des objets qui sont restés depuis des siècles, des sculptures devenues un peu mystérieuses. Parfois même, j'essaye de les expliquer à des groupes de gens curieux qui visitent un musée ou un monument, et leurs réactions me servent aussi à comprendre ce qui a changé depuis ces longs siècles. Et une fois que j'ai compris tout ça, je reviens à nous. Je regarde mon bonhomme du XIe siècle, je nous regarde nous, dans notre drôle de XXIe siècle. Je vois ce qui est pareil et ce qui est différent. Je vois comment on cherchait à comprendre le monde à l'époque et maintenant. Comment on pensait à l'époque et maintenant. Et parfois, au milieu de toutes ces différences, il y a des choses qui sont rudement pareilles.